On revient sur des questions politiques, toujours. Le problème n'est pas la technologie ou pas. Le problème, c'est qui gouverne. Comment souhaitons-nous être gouvernés? La réponse, elle n'appartient qu'à nous. La technologie bouleverse notre monde, mais quel est son impact réel sur la politique et la géopolitique mondiale? C'est la question que l'on s'est posée avec la docteure en sciences politiques Asma Mala. Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu as mangé? Avec qui tu étais? La data parle d'elle-même. On ne ment jamais à Google. On est plus authentique, pratiquement, dans le monde virtuel que dans le monde réel. Alors qu'en ligne, on peut être qui on a envie d'être. Qu'est-ce qu'on me raconte? Qui est en train de me le raconter? Dans quelle intention on me le raconte? Il y a énormément de contenus divers et variés, juste faites gaffe. Pourquoi TikTok est une arme de guerre? De l'intelligence artificielle à la collecte de données, en passant par nos addictions aux écrans, Asma nous partage les clés pour décrypter la société d'aujourd'hui et de demain. Des IA au pluriel sont des systèmes parfaitement imparfaits. Là, tu penses qu'il va falloir un accident? J'ai peur de ça, ouais. Plus on technologise une société, plus elle est vulnérable. Elle est hackable, c'est des systèmes piratables. Et puis, toutes ces datas, elles sont où? Elles appartiennent à qui? On est en première ligne. Comment la technologie transforme en profondeur le monde dans lequel nous vivons? Comment s'informer à l'ère de la désinformation de masse? Quels sont les dangers pour notre démocratie? On n'écrit pas quand tout est foutu. C'est encore possible. Quelle est la solution contre ça? Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Asma Mala. Bonjour Asma. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Merci beaucoup de me recevoir. Bah écoute, je suis ravie parce que vraiment, en lisant ton livre, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis posé beaucoup de questions et je suis admirative de ton verbe. Je trouve que tu trouves toujours le mot juste et c'est assez impressionnant. Et je trouve que ça se manifeste aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Voilà. C'est adorable. Donc, merci beaucoup. Et ben, ça me fait très très plaisir. Ta réception en particulier parce que je connais ton parcours aussi et donc ça peut être assez exigeant. Donc merci Louise. Mais avec grand plaisir. On va parler en plus de sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder sur InPower, ce que j'adore, voilà. De la nouveauté. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler de tech, on va parler de politique, on va parler de cyber-guerre, si on peut appeler ça comme ça. De toute façon, disclaimer, hein, moi je suis vraiment novice en la matière, mais du coup, je serais ravie d'avoir ton éclairage. Ouais. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que tu abordes le sujet et macro et micro dans ton livre. Et c'est vrai que je pense que le sujet micro intéresse particulièrement les auditeurs d'InPower, parce que c'est comment ça s'applique à nos vies, en fait, cet enjeu de la tech et cette... on va dire cette intersection avec la politique. Mais avant tout ça, Asma, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Asma. Voilà, bisous. C'est correct. Non. Donc Asma Mala, je suis politologue. Donc qu'est-ce que ça veut dire politologue? C'est vraiment... les études politiques, c'est-à-dire essayer de comprendre, en tout cas c'est ma compréhension de mon propre, de ma propre identité professionnelle, c'est essayer de comprendre les grands chamboulements du monde actuel, ce début de siècle politique, de 21e siècle, qui est ultra chaotique, vrombissant, compliqué à comprendre, à tisser les liens, à trouver toutes les interconnexions entre tous les sujets, tous ces fils qu'on voit un peu en pièces détachées et qu'on a du mal à ranger, à les ordonner. Et donc, politologue, c'est essayer, par le prisme des sciences politiques, de la théorie politique. Et d'ailleurs, dans le bouquin, on peut même remonter à Hobbes, que j'adore, mais on pourra en parler parce que c'est pas du tout si compliqué que ça. Mais j'adore le fait que tu intègres de la philo dans tout ça. Oui. Parce que je trouve qu'il y a trop de polarité entre les sciences dures et la science politique ou philosophique. Oui. Quoi. Et remonter vraiment à des penseurs qu'on a complètement métabolisés, mais qu'on ne cite plus, qu'on n'évoque plus, et qui pourtant, dans ce moment-là de notre histoire, nous éclaire, mais de façon ultra moderne. Donc politologue, parce que c'est essayer de défricher, de comprendre par les sciences politiques et la théorie politique, et puis essayiste, puisque maintenant j'ai ce livre et d'autres projets d'écriture, et puis parallèlement, je peux enseigner et conseiller, parfois, des organisations, des États, des gouvernements dans leur politique publique, dans leur stratégie, dans leur compréhension ou dans leur appréhension de ces sujets-là pour en faire de la doctrine ou de la politique publique. Ce qui m'interpelle dans ton parcours et dans le fait d'avoir choisi cette voie, c'est que je pense que beaucoup de personnes sont intéressées par la science politique, par même la vie de la cité et le fait d'avoir un impact au quotidien dans la vie des citoyens, mais qu'on est entré dans une ère,
j'ai envie de dire presque de désillusion qui finalement pousse beaucoup de personnes à s'orienter vers d'autres voies, d'autres secteurs, d'autres métiers, en se disant que en fait, c'est trop difficile de faire bouger les choses dans la politique. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, moi, j'ai envie d'aller au front? Parce que si personne ne le fait, on va continuer comme ça, c'est-à-dire avec ce désenchantement. Et puis cette impression d'impuissance. C'est plutôt d'ailleurs ça. C'est quelque chose de très combiné. Il y a peut-être trois choses, trois trucs qu'on ressent collectivement et donc individuellement sans doute. Désenchanté, une forme de fatigue, de poids qui paraît trop énorme pour nos épaules. Et donc quelque chose de l'ordre de la désillusion. Et puis comme si, c'est la vie, foutu pour foutu. Et en fait, c'est contre ça qu'il faut absolument se battre. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est ce qu'on ressent, parce que je le ressens aussi, que c'est juste et que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut jamais baisser les bras. Et je crois que c'est Camus qui avait écrit cette phrase, moi qui m'avait marqué au moment où j'écrivais Technopolitique, c'est « On n'écrit pas quand tout est foutu. On écrit, on pense, on discute, ce qu'on fait là toutes les deux, quand c'est encore possible. » Et il faut absolument le marteler. C'est encore possible. Dans les questions, par exemple, technologiques, on a l'habitude beaucoup de lire, mais même dans les textes réglementaires, ultra abscons, compliqués, etc., que la boîte noire, la fameuse boîte noire, c'est l'algorithme. Et que donc, on a plein de textes qui vont nous expliquer qu'il faut absolument ouvrir la boîte noire algorithmique pour comprendre comment c'est construit, déconstruire la mécanique. Donc, en fait, la machine derrière. Mais en fait, oui, d'accord, très bien, pourquoi pas, sans doute. Et encore que, mais je suis même pas sûre. Mais la principale boîte noire, c'est notre avenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que à aucun moment, il ne faut penser que tout est décidé d'avance, qu'il y a des fatalités à tout. Notre futur, ou notre avenir, plus proche, nous le construisons, individuellement, collectivement. Et la difficulté qu'on a eue, indépendamment de la question technologique, parce qu'en fait, les techniques, les outils s'inscrivent toujours dans un contexte politique, historique, industriel. En l'occurrence, pour nous, le libéralisme, l'ultralibéralisme, le système capitaliste, sans y apposer un jugement. Mais c'est dans ce contexte-là, dans ces mécaniques-là, que se construit aujourd'hui la doctrine technologique. Et donc, si on prend un peu plus de champ, d'où l'intérêt des sciences politiques, c'est-à-dire d'avoir un peu cette culture générale, en fait, de se dire d'où on vient. D'où on vient. Qu'est-ce que ça nous raconte du monde? Eh bien, c'est assez simple. En fait, ces 40-50 dernières années, ce qui s'est passé comme processus, c'est un processus de dépolitisation, de déconstruction des mécanismes de solidarité, de l'État social, en fait, tout ce qui a fabriqué la deuxième moitié du XXe siècle. Or, on vient du XXe siècle, dans nos imaginaires, dans nos représentations, mais aussi dans nos fatigues. L'impression d'être à bout de système, en fin de système. Mais lequel de système? Et en fait, c'est d'une certaine façon, probablement, c'est ce que j'écris, c'est ma thèse, la fin de la démocratie du XXe siècle, la construction d'un nouveau système. Il va nous falloir construire la démocratie du XXIe siècle. Et le choc technologique qui vient percuter nos démocraties, de fait, en fait, on peut vraiment l'analyser par trois grandes typologies, si vous voulez, ou si tu veux, de rupture. La première, c'est le XXe siècle tel qu'on l'a pensé, c'était éducation de masse, production de masse, consommation de masse, école de masse. Le vote même était massif. On a un programme, puis on va voter à échéance régulière, qui lui-même héritait de la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'apporte ça, c'est-à-dire les technologies hyper modernes, c'est non plus la démocratie de masse, c'est l'hyper-personnalisation de masse. C'est différent. C'est-à-dire que tout d'un coup, par toutes les données personnelles, toutes les datas, toutes les actions, n'importe lesquelles, dans le moindre détail, qu'on va produire, mais je dis bien produire sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, c'est la production. C'est pas juste, tiens, je mets de la data parce que c'est moi. C'est une forme de travail qu'on fait sur ces plateformes-là, quelles qu'elles soient. Donc, en fait, construisent votre identité numérique, votre double numérique. Et j'ai presque envie même de dire qu'on est plus authentique, pratiquement,
dans le monde virtuel que dans le monde réel. Parce que dans le monde réel, on est plus complexe, plus ambivalent. On peut jouer. Mais j'ai l'impression, personnellement, que dans le monde virtuel, on peut choisir qui on est. Et donc, il y a une notion de paraître qui est de la mise en scène, plus que de l'authenticité. Tu vois, je trouve qu'en vrai, c'est beaucoup plus difficile de mentir, entre guillemets, tu vois. Alors qu'en ligne, on peut être qui on a envie d'être. Alors oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que si on prend les réseaux sociaux, au sens large, Insta par exemple, tu remarqueras que ça uniformise. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons toutes adopté les mêmes codes. Les mêmes réflexes, les mêmes formats. D'ailleurs, ça pose un paquet de problèmes pour les créateurs, les peintres, etc., qui ont besoin d'Instagram comme vitrine, mais en même temps, ça nivelle, ça crée une uniformisation des cultures. Donc, de ce point de vue-là, c'est-à-dire la narration de soi-même encapsulée dans un cadre, dans un framework qu'on t'a d'abord donné, ça, c'est vrai, c'est juste. Mais n'empêche que, où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu as mangé? Avec qui tu étais, c'est-à-dire ton graphe social. La data parle d'elle-même. Tu peux pas mentir. Là, on est bien toutes les deux ensemble aujourd'hui. Et on va bien le mettre sur nos réseaux sociaux. Donc, j'ai beau te raconter n'importe quoi et te bullshiter à fond, à la fin des fins, mes métadonnées, elles vont pas mentir. Et la collecte de l'ensemble de ces données qu'on lâche, mais H24 en permanence. En acceptant les cookies. Bah ouais, et les CSU. Et franchement, je vais même dire quelque chose, Louise, parce que là, je vais aller à contre-courant de ce qu'on entend à droite à gauche. Et ouais, c'est pas du tout les histoires de servitude volontaire. La culpabilisation permanente de nous autres utilisateurs, utilisatrices, usagers, c'est débile. C'est débile et c'est flemmard d'un point de vue de la pensée politique. Parce que ce n'est pas parce qu'on le veut bien, donc on y est. Pas du tout. Là-bas, c'est-à-dire dans ce monde virtuel, c'est marrant, il y a du business, il y a aussi des sources de connaissances et de savoir, il y a l'ensemble de ce qui permet en fait d'être en interaction et créer du lien en permanence, c'est-à-dire les mails, les billets d'avion, les billets de train, tout est aujourd'hui numérisé. C'est ce qu'on va appeler la mise en données du monde. Donc dire, bah oui, c'est parce que tu le veux bien, bah non, c'est absolument débile. C'est un choix par dépit. C'est un système. C'est un système. Tout à l'heure, je disais, la question technologique est encapsulée dans un contexte politique, historique, industriel. Et pourquoi je dis système? Et donc, il faut absolument se déculpabiliser, mais être responsable de ses usages. C'est pas parce qu'on n'est pas coupable qu'on n'est pas forcément responsable. Donc, mais il faut vraiment différencier ces deux notions-là, vraiment. C'est-à-dire toujours la faute des autres. Ça me rappelle un tout petit peu la crise climatique, par parenthèse, où en fait on s'était dit à un moment donné, on nous serinait tu te rappelles d'avoir les couverts en bambou, les pailles en trucs et machin. On se rend bien compte qu'en fait, le sujet est beaucoup plus global, beaucoup plus large, beaucoup plus géopolitique que ça. Et que donc, nous, on peut faire tout un tas d'efforts à échelle individuelle. Ce n'est pas antinomique. Mais faire exclusivement reposer la faute sur les individus, sur les citoyens, c'est un non-sens politique. Et j'ai un tout petit peu peur que sur la question des écrans, qui est très d'actualité en ce moment en France, on suive un tout petit peu cette flemme de pensée politique. En fait, c'est de la manipulation de discours politiques, mais à la fin, t'as fait oui, d'accord, t'as fait un discours en disant on va interdire, on va rationner. Oui, d'accord, et so what? Et maintenant, on a résolu les problèmes? Aucun. Donc, je disais, la technologie fait système dans le sens où toute la couverture médiatique qu'on a eue ces 2 dernières années, où la question a explosé dans le débat public, on a parlé de réseaux sociaux, Elon Musk qui rachète X-Twitter. Et on en a fait des tonnes. Et j'y ai participé. Après, c'est arrivé avec la question des intelligences artificielles génératives. ChatGPT est arrivé. Bam, et là, ça a explosé. On en parle, mais non-stop, H24. La révolution de l'IA, etc. Bon. Et puis, Elon Musk, encore lui, est arrivé avec cette histoire de Neuralink, les implants dans les cerveaux. Tu peux préciser pour peut-être ceux qui ne savent pas ce que Neuralink propose, Neuralink, proposer. Ouais. Neuralink, c'est une des startups donc, de la galaxie X-Corp de Elon Musk, qui est en fait un implant cérébral qu'on vous implante par chirurgie et qui permet, dans la promesse initiale de Elon Musk, c'est intéressant, il y a 2 promesses. La première, qui est très intéressante, ça commence toujours comme ça d'ailleurs, tu as toujours une promesse très intéressante, attractive au départ, elle est thérapeutique. C'est de dire, en fait, on va pouvoir
recréer des réflexes pour des gens qui ont, disons, Alzheimer, Parkinson, qui ont un accident de ski, qui se sont retrouvés avec des handicaps divers et variés, moteurs, ou de dégénération, disons, cognitive et neurologique. Ça, c'est la première promesse thérapeutique. Et la deuxième, qui est très présente dans le discours de Elon Musk, c'est de dire, mais attention, c'est une croyance qu'il a, on va un jour avoir des super-intelligences qui risquent, des super-intelligences et les super-IA qui vont avoir un niveau de cognition supérieur à l'homme et donc une conscience d'elle-même, une forme de concurrence, disons, à l'espèce humaine, mais par des intelligences artificielles qu'on appelle maintenant les super-intelligences. Et il a très peur de ça. Vraiment, mais il est viscéralement apeuré, effrayé de cette perspective. Parce que tout d'un coup, elle pourrait se retourner contre nous et détruire l'humanité, d'après lui. Et donc, Neuralink permettrait aussi donc, d'augmenter l'homme de façon à ce que l'homme augmenté par ses implants puisse résister, puisse être une rivaliser exactement avec ces super-intelligences fantasmatiques. Ça, c'est le fantasme, ça, un des fantasmes de la Silicon Valley et de Elon Musk, que Sam Altman n'est pas loin d'ailleurs de partager, mais avec un autre discours. Donc ça, c'est Neuralink. Donc ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup, on a toutes ces briques technologiques. Avant ça, c'était Starlink, satellite encore du fameux Elon Musk, qui part en guerre. C'est-à-dire, on va le retrouver en Ukraine, à Gaza. À un moment donné, vous les envoyez en Iran. Starlink, c'est des satellites, ce qu'on appelle en orbite basse, qui vous permettent d'avoir des systèmes de connectivité, c'est-à-dire d'avoir de la connexion Internet, mais en court-circuitant, si vous voulez, le système télécom classique. C'est très intéressant ce qui se passe en Ukraine avec Starlink, parce qu'il y a eu beaucoup d'épisodes là-dessus, parce qu'à un moment donné, il avait envoyé le truc, les satellites, puis après, il voulait les arrêter parce que c'était pas payé, puis après, il s'est dit, ben non, en fait, moi, j'ai pas fait ça pour faire la guerre, mais en fait, en les activant quand même. Bon, tout un bazar, une espèce de psychodrame autour de l'usage de Starlink en Ukraine, mais n'empêche que sur le principe, ça a factuellement permis aux armées ukrainiennes d'avoir un système de redondance, c'est-à-dire un backup quand en fait les réseaux télécoms classiques et Internet étaient bombardés, notamment, ou détruits, ou redirigés par les Russes. D'avoir un réseau autonome, quoi. Exactement. Si demain, tu avais Elon Musk en face de toi et tu pouvais lui poser une seule question, qu'est-ce que tu lui demanderais ? Qu'est-ce que tu as dans la tête ? Et ça a l'air vaseux, mais en fait, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à mesurer son niveau d'intention et de vision. C'est-à-dire que c'est, je crois, un entrepreneur objectivement génial, et génial dans son sens du risque d'abord. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de tout risquer, tout mettre sur la table, mais vraiment. Et donc son reward, le retour sur investissement qu'il a, est à la hauteur du risque qu'il prend. C'est logique. Mais il a un rapport au risque qui est, disons, maximal, maximaliste. Il a aussi de plus en plus une inclinaison vers l'alt-right américaine, c'est-à-dire une forme d'extrême droite américaine ultra radicalisée, notamment sur les valeurs et les mœurs. Et il participe de ce mouvement aujourd'hui qui est croissant dans la Silicon Valley, ou plus exactement de l'élite technologique de la Silicon Valley, qui est en train de se radicaliser. Et ils appellent ça maintenant même le anti-woke capital. Parce que autour de ces technologies-là, qui font donc système quand on les met bout à bout, parce que c'est un peu ça ce que je voulais dire, c'est-à-dire que l'erreur collective, c'est qu'on les a médiatiquement traitées toujours en pièces détachées. L'IA, les réseaux, les implants, les satellites. Mais en fait, elles font système. Big Tech, tu l'appelles dans le livre. Et les Big Tech, ce sont les grosses boîtes, les géants technologiques, qui en effet participent à concevoir ces technologies-là. Il y a une privatisation de ces technos. Il y a une privatisation de ces technologies. Ce sont des technologies, je continue sur mon choc technologique, mais en fait, c'est la même réponse. Ce sont des technologies dites duales. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois civiles et militaires. Neuralink, demain, ça peut servir à être un des éléments de la guerre cognitive ou de manipulation de masse. Les Starlink, qui sont à la fois en fait des satellites pour avoir du Wi-Fi dans des zones super enclavées, mais en même temps, elles sont en Ukraine, pragmatiquement aujourd'hui. La reconnaissance faciale, elle peut servir à faire de la domotique à la maison, mais aussi à surveiller l'espace public, parce qu'en France, ça pousse, ou faire, encore une fois, être un outil militaire. ChatGPT peut être utilisé aujourd'hui en Ukraine pour avoir les différents scénarios de guerre. Donc elles sont duales. Et ce qui est très embêtant d'un point de vue de la démocratie, c'est qu'elles sont privatisées. C'est-à-dire qu'elles appartiennent, les concepteurs de ces technologies-là, en fait, ils sont quelques-uns. On peut les compter sur les doigts de deux mains. Elon Musk, avec X Corp,
Sam Altman avec ChatGPT, et puis en fait Microsoft dans le champ de la cyberdéfense et de la cybersécurité sont très présents en Ukraine. Google, Palantir avec Peter Thiel, qu'on connaît beaucoup moins bien, mais qui est tout aussi influent et important. C'est notamment lui qui a été un des cofondateurs de PayPal. Ouais. Et qui, je crois, a acheté une île dans le Pacifique, au cas où le monde part en couille, pour pouvoir lui s'en sortir. Exactement. Et lui, c'est un cas, mais ultra intéressant d'idéologie. Vraiment, mais ultra sédimenté. Quand tu me disais, mais qu'est-ce que tu demanderais à Elon Musk ? J'aimerais savoir, Elon Musk, on a l'impression, peut-être à juste titre, que ça part dans tous les sens. Sa colonne vertébrale idéologique est pas sèche. Il est encore en train de se construire sous nos yeux, Elon Musk, idéologiquement. Parce que ce sont aussi des acteurs idéologiques. Ce qu'il fait sur X, qui est Twitter, n'est pas du tout anodin. Il a une vraie vision de ce qu'il va appeler, lui, la démocratie directe. C'est-à-dire la destruction de ce qu'il déteste absolument, les corps intermédiaires, c'est-à-dire en fait la presse, qui est un 4e pouvoir aux États-Unis. Donc, il y a des batailles culturelles, woke, pas woke. Il y a des batailles idéologiques. Il y a des inclinaisons vers l'alt-right ou pas. C'est pas neutre. Mais pourquoi toutes ces idéologies n'ont pas le droit de coexister ? Moi, je ne comprends pas la bataille qu'elles se livrent mutuellement. Comme si on cherchait une forme de vérité, comme s'il y avait une forme de vérité. C'est le propre des idéologies, c'est en fait de développer tout un système, une direction du monde, mais en annulant la pensée. Ne plus penser, c'est-à-dire en fait c'est un endoctrinement à la fin des fins. Et donc potentiellement une autoroute vers des totalitarismes. Et est-ce que ça peut exister ? En fait, il faut aussi comprendre autour de ces géants technologiques et de ces quelques acteurs, c'est Dallas. C'est vraiment Dallas. C'est-à-dire, en fait, tous les gars se connaissent. Ils ont tous été potes à un moment donné, ils se sont trahis. Peter Thiel, au moment de PayPal que tu évoquais très justement, il y avait Elon Musk qui l'avait viré au moment où il était dans sa honeymoon, dans sa lune de miel avec sa meuf. Donc le gars, il se fait virer. Mais en même temps, un des principaux investisseurs de l'ensemble des startups de Elon Musk, dont d'ailleurs Starlink, c'est Peter Thiel. Sam Altman, dont on parle beaucoup de ChatGPT, OpenAI, il avait qui comme mentor ? Peter Thiel et Elon Musk, jusqu'à ce qu'à la fin Elon Musk claque la porte et en se détestant cordialement, et maintenant ils se livrent des batailles, mais tous ces gens se connaissent. Les petites provocations entre Zuckerberg et Elon Musk, tiens, on va faire un match de boxe, on va voir qui va gagner. Donc en fait, c'est vraiment des gamins parfois, plus ou moins matures, plus ou moins mûrs, mais qui se connaissent aussi. Et donc, à la question de est-ce que toutes ces idéologies-là peuvent coexister, encore faudrait-il qu'on les liste. Et il y en a beaucoup. Je vais vite, parce que je ne pense pas que ce soit même la partie la plus intéressante. Mais dans la Silicon Valley, tu as quoi ? Le transhumanisme. Tu sais, cette idée de se dire, en fait, on va développer des technologies qui vont combattre la mort. Et d'ailleurs, Sam Altman investit dans une start-up qui s'appelle Retrobioscience, new-yorkaise, qui en fait travaille sur le rajeunissement du sang, par du sang jeune. Non, mais c'est pas du tout... C'est public. Donc c'est extrêmement traçable le truc. C'est pas du tout des lubies complotistes ou je ne sais quoi. Est-ce que eux peuvent avoir des penchants complotistes ? C'est une autre question. Mais est-ce que ces startups existent ? Clairement. Donc tu as le long-termisme, cette idée de dire en fait on va tout faire aujourd'hui, coûte que coûte, c'est-à-dire quel que soit le prix éthique, moral aujourd'hui, pour en fait nous assurer de la survie de l'humanité et sa pérennité dans les millénaires à venir. D'où la conquête de l'univers, de Mars, etc. Ça participe d'une croyance, ça participe d'un projet, d'une idée du monde. Moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est pas un peu ces idéologies, disons, en patchwork et un peu folklore. Moi, ce qui me dérange et ce qui m'inquiète le plus, c'est le rapport à la démocratie et le rapport à l'État, qui est ultra ambivalent. Parce qu'à la fois, l'État est un de leurs principaux clients. Les commandes publiques du Pentagone sont juste hallucinantes auprès des géants technologiques américains. Ils travaillent ensemble, il y a de la coopération. Et c'est pas du tout nouveau, ça a commencé avec Obama, qui va être le premier à ouvrir le bureau de représentation du Pentagone dans la Silicon Valley. Internet, au départ, ou même l'intelligence artificielle au départ, était d'abord financée par qui ? La DARPA, qui est l'agence d'innovation de rupture du Pentagone. Donc les enchevêtrements, les coopérations, les liens entre acteurs technologiques de premier plan et disons l'écosystème défense militaire américain sont ultra proches. Et en même temps, il y a une ambivalence quand on en arrive aux questions de liberté d'expression, de réseaux sociaux.
de santé mentale, de manipulation. Et là, les rapports deviennent beaucoup plus conflictuels entre l'administration américaine et ces acteurs-là. Donc il y a une ambivalence. Et ce que je disais, c'est que ce qui m'embête, c'est leur rapport à la démocratie. Elon Musk, lui, parle, parce que ça a fuité en janvier 2024, il y a eu des fuites, des leaks d'une réunion interne qu'il avait au sein de X, où il expliquait en fait sa vision de la démocratie directe. L'idée de démocratie directe n'est pas nouvelle, de dire en fait c'est le peuple qui va voter directement, c'est la souveraineté du peuple final. Il a vraiment cette idée-là, cette croyance-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de la façon dont les réseaux sociaux sont gouvernés, viralité, économie de l'attention, etc., ça devient la foule. Ce n'est pas un peuple. Ça peut être la foule, la foire d'empoigne, avec la brutalisation, la polarisation des contenus, qui sont alimentés d'une part par le modèle économique de viralité, d'engagement, de captation cognitive, mais en même temps par des agendas idéologiques et politiques. Elon Musk pense réellement que le premier amendement de la Constitution américaine, c'est-à-dire une liberté d'expression maximale, c'est exactement ce qu'il faut appliquer sur les réseaux sociaux. Et que donc toute parole, aussi extrême, folle, fasciste soit-elle, est une parole libre. Et c'est très américain, ça. Ce qui nous pose une question philosophique, le légal est-il légitime ? C'est certes légal, mais est-ce que c'est moral ? Et là, on entre dans des réflexions énormes. C'est-à-dire, qu'est-ce que doit être la liberté d'expression au XXIe siècle ? Quand on a les réseaux sociaux, c'est quoi ? Elle commence où ? Elle s'arrête où ? Comment est-ce qu'on la redompte d'une certaine façon ? Est-ce que tu peux nous partager, avant qu'on revienne sur ton parcours, parce que j'ai envie de savoir ce qui t'a poussé à te spécialiser sur ce sujet-là, les deux autres pans de la révolution dont tu nous parlais, on a fait le premier, on fait les deux autres, et après on revient sur ton parcours. Ça, c'est fondamental. S'il fallait retenir un truc, je pense, c'est ça. On bouge de siècle, on a changé de siècle, d'accord ? Et les représentations politiques, elles n'ont pas bougé. Nos représentations du monde, elles n'ont pas encore tout à fait bougé. Donc pourquoi ? Parce que, on est passé de démocratie de masse à hyper-personnalisation de masse, on en a parlé. Ça passe par quoi concrètement ? Par toutes ces techniques de micro-ciblage, de micro-targeting. C'est-à-dire qu'en fait, toi, Louise, quand tu vas aller chercher n'importe quoi sur Google, tu me disais d'ailleurs, c'est ultra intéressant, tu me disais, on peut mentir. La narration de soi sur les réseaux sociaux, l'exposition de soi sur les réseaux sociaux n'est pas toujours authentique. On fabrique un personnage, on fabrique un narratif, un récit. On va visibiliser des choses, on va peut-être pas raconter sa déprime de l'avant-veille ou peu importe. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, tu as une masse absolument incroyable de captation de données qui permettent quand même de savoir qui tu es. Et en même temps, quand tu vas sur Google, Louise, ou quand tu vas acheter des trucs sur Internet, est-ce que tu mens ? Est-ce que tu mens à Google ? Non. Ou alors c'est complètement névrotique. On ne ment jamais à Google quand on fait nos recherches. Je sais pas moi, le thé noir est-il noir ? Telle citation, telle actu, tu mens pas. T'as pas que ça à faire. Nos comportements ne mentent pas. Non. Donc, on peut te micro-cibler. Et ce qui est un tout petit peu vertigineux dans l'histoire, c'est que tout ce qu'on a constitué comme vivier de data sur toi sont toi. Donc, micro-ciblage, hyper-personnalisation de masse. Le risque politique, puisque je viens des sciences politiques. Le risque politique, c'est Hannah Arendt qui en parlait. Elle disait, mais sans parler du tout des big tech et de la technologie. C'est pour ça que je me réfère à des gens qui n'ont pas vu ça et qui pourtant ont lu et ont senti ce qui allait arriver. Hannah Arendt va dire que ce qu'on a commencé à construire sur la deuxième moitié du XXe siècle, c'est en fait la déconstruction du lien, du commun. Or, ce qui fait nation, ce qui fait société, c'est le collectif, c'est le commun. C'est pas l'individuel. Et ce qui, en fait, fait écho à Hobbes, la guerre de tous contre tous. Et on a créé donc un État, une espèce de fiction, de construction juridique, avec des institutions, avec des règles, avec du savoir-vivre, avec du civisme, avec des contrats. Le contrat entre toi et moi, un contrat moral, un contrat financier, un contrat juridique, pour en fait civiliser, c'est-à-dire dompter nos pulsions. Est-ce que tu penses que l'homme est un loup pour l'homme ? En tout cas, je vais botter en touche et ça me fait penser à Freud. Et il disait, Freud, Malaise dans la civilisation, que je conseille vraiment, il disait, mais en fait, on est tous dans un combat permanent entre
Eros et Thanatos, entre notre pulsion de vie et notre pulsion de mort en permanence. Toute la question est de se dire, ton curseur va varier en fonction du moment de l'histoire, de sa crispation. Tu parles au niveau micro ou macro? Micro et macro. Mais micro aussi. Comment tu ressens ta pulsion de mort? Comment elle se manifeste? Tout à l'heure, on parlait de dépolitisation, de fatigue, de j'en ai marre, de je veux plus rien faire. Et on le voit dans la rue, là. Le manque de civisme, l'agressivité, la saleté. On a l'impression, je crois, je peux me tromper, mais je mets ça dans la discussion. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, en fait, que si on est en France, puisqu'on est en France, ce pays ne nous appartient plus tellement, ou notre vie n'est plus à nous. Il y a un sentiment d'étrangeté. On est étranger à ce qui fait notre vie en commun, la cité, l'agora. Est-ce qu'on traiterait notre maison, notre intérieur, comme on se comporte dans la rue? Je ne suis pas certaine. Donc en fait, tu as un repli vers ton immédiat, vers ton cocon. Ça, c'est Christopher Lasch, qui est un sociologue américain, moi que j'aime beaucoup, et qui a appelé ça les sociétés de survie. Quand on est occupé à survivre économiquement, psychiquement, en fait, c'est absolument le contraire de la solidarité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Plus on survit, plus c'est chacun sa gueule, et plus on retourne à Hobbes, je crois. Et donc, ce sont ces pulsions-là qui se battent, aussi entre nous. Et donc, on doit aussi, nous, combattre ces pulsions de mort, mais au sens symbolique du terme. Donc, hyper-personnalisation de masse avec un micro-ciblage, mais qui déconstruit le lien. Attention au risque politique de ça, ce qu'on vient d'évoquer. La deuxième rupture de ce choc technologique, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des technologies duales, elles sont toutes civiles et militaires à la fois. D'où, d'ailleurs, la technologie fait de nous des soldats. C'est-à-dire ce qui te paraît ultra sympa, ludique, cool. On a une énorme polémique autour de TikTok, par exemple. C'est aussi des espaces d'influence géopolitique et des armes de guerre, de manipulation, mais sous le seuil, ce qu'on va appeler les guerres hybrides, invisibles, intangibles, par exemple les luttes informationnelles. En quoi TikTok est une arme de guerre? Mais attention, c'est pas que TikTok. On s'est focalisé sur TikTok comme une espèce de symbole parce qu'en fait, ça cristallise, si tu veux, la rivalité géostratégique entre États-Unis et Chine, mais tous les réseaux sociaux, en fait, le sont. En quoi ça l'est? Quand tu vas sur TikTok, ou sur Twitter, ou sur Instagram, tu vas aller avoir des usages soit de veille, soit de mettre des contenus, soit de t'informer, soit de te divertir, grosso modo. Et en fait, sur ces mêmes espaces-là, on peut avoir des acteurs étatiques, para-étatiques, qui vont distiller des contenus de l'ordre de la désinformation. Ce qu'on appelait autrefois la propagande, tout simplement. On n'est pas en train de réinventer la poudre. Et ça, c'est très important à dire. La technologie, les réseaux, l'IA, n'inventent fondamentalement, à mon sens en tout cas, pas grand-chose. Elles amplifient. Elles amplifient. Mais elles massifient, elles industrialisent. Et surtout, nous devenons tous, et c'est là la différence avec peut-être avant, nous devenons tous des cibles potentielles. Donc tu peux très bien être sur TikTok en train de regarder de ce que tu as envie de regarder, et puis tout d'un coup, de façon pratiquement subliminale, d'ailleurs, tu vas avoir un contenu qui va être poussé, qui va promouvoir tel ou tel message. En ce moment, on parle beaucoup des deepfakes. Tu sais, ces vidéos, on va truquer, bidouiller des personnes connues pour leur faire dire autre chose, n'importe quoi. Mais comment est-ce qu'on va authentifier ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est encore un tout petit peu grossier, donc bon, on peut encore à peu près s'en sortir, encore que, même pas sûr. Il y a une étude de l'IFOP récente qui montre qu'en fait, notre capacité à identifier les deepfakes, elle n'est pas du tout ouf. Mais enfin bon. Mais quand ce sera encore plus sophistiqué, comment on fait pour savoir que cette vidéo-là est bien authentique ou pas? Il y a eu les élections indiennes récemment. Modi a utilisé l'intelligence artificielle dans le cadre de ces élections. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour taper, pour toucher toutes ces cibles, en fait, il a industrialisé un message, mais qu'il a envoyé, si vous voulez, à toutes ces cibles, avec du sur-mesure en termes de dialecte, en termes, disons, d'achoppement du discours, etc. Tu ne peux pas le faire physiquement tout seul. C'est impossible. L'IA te permet d'industrialiser aussi du marketing politique, du micro-ciblage politique, avec des énormes questions derrière. Parce que plus tu micro-cibles, ça a été d'ailleurs... Le premier, c'est Obama encore, lui, 2008. Plus tu micro-cibles ton programme et ton discours, plus, en fait, quand tu accèdes au pouvoir, tu n'as plus la capacité à faire commun.
Puisqu'en fait, à chacun, tu as raconté ce il avait envie d'entendre. Donc ça pose d'autres questions absolument énormes. Mais sur mon choc technologique, je continue. Donc, alors, si je peux t'arrêter là-dessus avant le troisième pan du choc technologique. Dans ton livre, tu nous partages cette citation. L'intelligence artificielle risque de devenir une arme massive équivalente à l'arme atomique. Oui. J'aimerais que tu développes ce propos dans le sens où j'avais l'impression que l'arme atomique reposait sur l'équilibre de la terreur. Donc, ça repose sur une espèce de contrat de confiance officieux selon lequel personne ne l'utilise parce qu'on a peur, voilà exactement, on a peur de l'utilisation de l'autre. À l'inverse, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle, c'est au contraire presque aujourd'hui une démultiplication de son usage. Et donc, j'aimerais comprendre le parallèle que tu dresses avec l'arme atomique. Oui. Attends, c'est une excellente question. Elle est technique. Wow. Le prof de maths serait fier. Attends, et Louise, en plus, je crois que tu es absolument la seule, mais vraiment la seule, à m'avoir posé la question. Donc franchement, bravo et merci. Non, le parallèle que je fais, là où tu as raison, c'est que l'arme, disons, nucléaire atomique, oui, c'est ce qu'on va appeler la dissuasion. C'est-à-dire qu'on va pas aller... on va pas provoquer trop loin des puissances, disons, nucléaires, parce qu'il y a cette, justement, menace-là ou coercition-là. Dans le cas des IA, c'est pas les IA au sens général. C'est plutôt la question des armes autonomes. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, et qui est parfaitement d'usage, ce sont des armes semi-autonomes. C'est-à-dire que tu peux très bien envoyer des drones, par exemple. Prenons l'exemple des drones qui est le plus parlant parce que le plus visuel, pas exclusif. Tu vas envoyer des drones sur un terrain de guerre, l'Ukraine, Gaza, vraiment la Libye, l'Irak, bon bref, où tu veux. Elles vont avoir une cible, mais elles vont être préprogrammées, d'une part. Ou garder toujours un humain sur la boucle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as toujours une décision humaine qui peut intervenir à un moment donné. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'IA, l'intelligence artificielle, est un outil d'optimisation, d'industrialisation, de ce que tu veux toi, de rapidité. C'est ça le principal avantage d'ailleurs. C'est des guerres de la vitesse d'abord. C'est-à-dire que tu vas collecter énormément de data, parce que la mise en données du monde, c'est aussi la mise en données de la guerre, du champ de bataille. Mais humainement, on n'est plus capable de traiter toutes ces données-là. Donc tu as besoin des systèmes d'intelligence artificielle pour en fait craquer, traiter, comprendre, concaténer, synthétiser et en sortir de l'information. La donnée, aujourd'hui, sans algorithmie, n'a que peu d'intérêt. Elle n'a d'intérêt que quand elle devient information stratégique. Donc aujourd'hui, sur la question des armes, ce qu'on a, ce sont des armes dites donc semi-autonomes. C'est-à-dire qu'elles partent, mais vous pouvez toujours avoir un contrôle sur la destination, sur la cible, sur l'erreur, sur l'accident. C'est ça le problème. Le problème, c'est l'accident. Dans le cas des armes autonomes, qui posent encore là aussi des énormes questions juridiques, mais aussi éthiques internationales, c'est une fois que tu as envoyé ton arme, elle est partie dans la nature. C'est-à-dire qu'elle est autonome. Donc si jamais elle confond, pour X ou Y raison, un bus d'écolier avec un char, tu n'as pas de retour possible. Tu n'as plus la main dessus. Tu n'as plus la main dessus. Et là, ça pose des énormes questions. La responsabilité de qui ? Quels sont les dommages collatéraux acceptables ? Non, mais c'est des questions énormes. En fait, ce sont des armes de destruction massive. Ça véhicule le fantasme de la frappe chirurgicale, parce qu'on a l'impression que ça va être ultra précis. La vérité, c'est qu'en fait, les IA au pluriel, sont des systèmes parfaitement imparfaits, faillibles, plein de biais, d'imperfections, d'erreurs. Mais moins que l'erreur humaine, non ? Sinon, on ne les utiliserait pas. Alors, moins, ça dépend. C'est-à-dire que, en fait, la question est de se dire à quoi ça sert. Si c'est un outil pour t'aider, ChatGPT peut être super intéressant pour faire de la traduction, pour faire des synthèses ultra rapides, tu sais, de textes dans d'autres langues. Franchement, de ce point de vue-là, moi, je trouve que c'est génial. La question n'est pas du tout de... si tu veux, diaboliser, exactement, ou de sur-idéaliser. Pas du tout. C'est de te dire à quoi ça me sert. Donc, tu as des usages qui sont ultra intéressants. Là, en ce moment, en France, on a annoncé Albert, tu sais, cette IA pour les services publics. Bon, en fait, ça va être des super bots. Bon, si ça peut aider à avoir des réponses de premier niveau un peu basiques, un peu sympa, rapides, etc., plutôt que de passer 150 heures sur une hotline où personne ne te répond, pourquoi pas ? Mais attention, elles ne sont pas parfaites. C'est-à-dire que pour des tâches plus compliquées, qui vont nécessiter plus de réflexion, plus de complexité, non, il faut toujours rester en fait proactif dans l'usage de ton outil, parce qu'il n'est pas parfait. Il ne l'est pas.
Ce sont des outils, ce ne sont pas des intelligences. Et c'est ça, c'est peut-être le terme lui-même en fait qui induit en erreur. C'est vrai. Et donc dans la question des armes autonomes, pour terminer là-dessus, le parallèle que je faisais, c'était de se dire, mais en fait, ce sont des armes potentiellement de destruction massive, parce qu'elles ne sont pas parfaites, parce qu'elles peuvent en fait générer... Ça, c'est un philosophe français vraiment qu'il faut découvrir, qui s'appelle Paul Virilio, qui avait tout anticipé, mais dès la fin des années 90. Il avait même tout conceptualisé. Et lui disait, mais en fait, ça va nous amener à l'accident. Et on a, je crois, souvent fonctionné comme ça. Les mines antipersonnelles, les armes bactériologiques, les armes biochimiques, le nucléaire lui-même. On a fonctionné par l'accident, mais l'accident ou même la faute. C'est-à-dire qu'il a fallu à un moment donné que tu aies un énorme scandale, une énorme merde. Mais vraiment, pour qu'à un moment donné, les opinions publiques se relèvent. La fatigue, la dépolitisation, relever les épaules, reprendre le contrôle de la discussion et mettre la limite. Là, on n'a pas envie d'aller là. On n'a pas envie d'emmener le monde là. On n'a pas envie d'emmener nos enfants là. Donc là, tu penses qu'il va falloir un accident? J'ai peur de ça, ouais. On ne comprend que comme ça, visiblement. Enfin, si tu regardes un peu notre histoire, on est des ânes battés. Avec une espèce d'histoire, avec une espèce d'éternel recommencement. Les formes sont différentes, les acteurs sont différents. Les enjeux, eux, les questions, elles, restent assez éternelles quand ils pensent. Faire société, c'est quoi la démocratie? Qu'est-ce que la liberté? Où sont nos droits? La représentation? Les moments de fatigue qui t'emmènent vers des régimes, disons, coercitifs, disons. Le retour à plus de liberté. Mais on fonctionne toujours comme ça, par vagues et par creux. On est dans un moment de creux. On est dans un moment de perte de repères, vraiment, parce qu'on est en train de changer, on est en train de basculer de civilisation, mais il ne faut pas du tout le comprendre comme un gros mot. C'est pas qu'on va avoir tout d'un coup des oreilles vertes et des bras fluorescents, pas du tout. C'est pas ça. La civilisation, c'est quoi? C'est en fait l'ensemble de tes institutions, des règles qui font que on partage des valeurs, des visions communes, de ce qu'est l'homme, de certaines façons. C'est un peu l'histoire qu'on se raconte qui va nous différencier d'un état animal, une civilisation. Disons ça comme ça, si je schématise. On change de civilisation dans le sens où ce choc technologique amène ces trois trucs. Hyper-personnalisation de masse, donc on bouge de siècle, on change de format démocratique ou d'architecture démocratique, sauf que on n'a toujours pas construit la nouvelle, donc on est perturbé, donc on est fragilisé, donc on a une perte de repères, donc on se replie, donc les extrémismes montent. Parce qu'on a besoin de croire en quelque chose. On a besoin que quelqu'un nous dise « Vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Ou « Vous inquiétez pas, j'ai la réponse », les populismes. Le deuxième, technologie duale, civile et militaire à la fois. Et troisième et dernier, la privatisation. En fait, il faut lire les technologies modernes, les nôtres, contemporaines, en système, c'est-à-dire en lien entre elles. Et ce que je dis dans Technopolitique, c'est qu'en fait, elles fonctionnent. Et si on se dit ça, je crois que ça change à peu près toute la perception du truc. Elles fonctionnent comme une infrastructure, socle, à partir de laquelle se déploie tout le reste. Le fait politique, le fait économique, industriel, militaire, géopolitique. On a parlé de Starlink, on a parlé de Neuralink, on a parlé d'OpenAI, de ChatGPT. On pourrait parler des câbles sous-marins qui sont aussi de plus en plus privatisés par ces big tech, les géants technologiques, américains en l'occurrence. C'est ceux-là qui m'intéressent. Mais on a des dynamiques, disons, parallèles en Chine, mais avec des formes politiques différentes. Mais donc, une fois qu'on a listé ces trois grandes ruptures, on se rend compte qu'en fait, nos réponses politiques sont inadaptées. Elles répondent plus tellement. La seule réponse un peu en leitmotiv qu'on annonce du matin au soir, c'est la modération. Si on revient sur les réseaux sociaux, on doit modérer. Oui, mais d'accord. Mais il y a un non-sens dans le truc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas modérer. Je dis juste que tout dépend de quel est ton objectif. Si ton objectif, toi, comme si tu es ministre du numérique, si ton objectif, c'est de dire « je fais, j'agis », c'est génial. C'est vraiment du discours politique à bon compte. Si ton intention est de dire « bon, je vais faire du damage control », ça marche. La modération, ça fonctionne. C'est-à-dire que tu vas, à un moment donné, au bout de 6 mois, 1 an, demander, ou quelques jours, ou quelques heures, ou peu importe, demander à ce que des contenus donnés vont être, disons, supprimés. En revanche, si ton intention
et de en faire des espaces de parole publique, parce que ce sont des espaces publics propres, clean, où en fait on a de la démocratie, on a de la conversation, c'est-à-dire dépolariser, débrutaliser, la modération ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ? Parce que le modèle économique des réseaux sociaux fonctionne sur la viralité. Ou même j'ai presque envie de dire la viralisation, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour créer que tous ces contenus soient partagés, vus, likés, qui créent un maximum d'engagement. Quand tu sors une capsule ultra violente, qui va venir vraiment, appeler nos pulsions tristes, la colère, la haine, le rejet, en fait, il va suffire de quelques secondes pour avoir une viralité de ces contenus-là. Ça prend pas beaucoup plus de temps. Après, il y a eu, il y a 1 an et demi de ça, une fusillade aux États-Unis, un mass shooting comme ça. Et le gars avait fait un manifeste qu'il avait mis sur un réseau social. Mais en quelques secondes, ça a été une traînée de poudre. La micro-vidéo a été, de la fusillade a été déversée partout sur les réseaux, tous les réseaux. Son manifeste où il expliquait un peu son intention et pourquoi il faisait ça, pareil. Donc en fait, quand tu modères, ce que je veux dire, toujours trop tard. Il faut prévenir plutôt que guérir. Il faut guérir, parce que sinon on va dire oui, mais la modération, oui, il faut guérir. Et ça, l'appareil, disons, réglementaire, juridique est au point là-dessus. Encore que, il faudrait donc tout industrialiser ou tout, disons, algorithmiser. Il ne suffit pas juste de dire aux plateformes « Ah, vous êtes les méchantes, il faudrait que vous fassiez ». Il faudrait donc que la police, la justice... On revient sur des questions politiques, toujours. C'est pas juste, tiens, Google ou tiens, Elon Musk, tiens, tu as viré tes modérateurs, oui, c'est affreux, c'est nul, c'est pas politiquement, disons, acceptable. Mais enfin, à la fin des fins, si moi demain, ou si toi, Louise, demain, tu fais un signalement sur Pharos, qui est une des plateformes de signalement, enfin, je donne à voir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi penser à un système, changer le siècle. On a changé de siècle. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, sur la question guérir plutôt que prévenir. Plutôt que guérir, mais prévenir et guérir. Quand même, voilà, prévenir et guérir. Mais sur la question de prévenir, et c'est là où on vient sur la technologie faite de nous des soldats, c'est en fait comment est-ce qu'on va développer une nouvelle anthropologie autour de ça. Et ça retape, si tu veux, toutes les questions sur les écrans. Alors oui, jusqu'à 3-6 ans, c'est absolument pas du tout recommandé, et même plutôt extrêmement déconseillé, de donner des écrans aux enfants, ça d'accord. T'as plein de gens qui travaillent là-dessus, qui sont assez géniaux, et ça fait consensus. Mais comment tu fais sur tes adolescents ? Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les zones grises. C'est là où il y a moins d'évidence. Alors, sur les petits enfants en bas âge, c'est évident, ça fait consensus. Ok, très cool. C'est peut-être difficile à mettre en œuvre parce que tu as la nounou, parce que tu as la maternelle, parce que le parent n'a pas le contrôle sur tout, parce que des fois, franchement, c'est beaucoup plus simple de lui donner un écran que de l'entendre chouiner pendant des heures et que toi-même, t'en peux plus. Mais enfin, disons que ça, c'est la discussion collective sur le côté néfaste des écrans pour les enfants en bas âge, disons, elle est faite. Elle est même, disons, close. En revanche, comment tu fais pour tes adolescents ou tes jeunes adultes ? En fait, c'est un calcul coût-avantage permanent. Et c'est donc une question d'abord d'éducation. Et c'est pas l'éducation, c'est pas un propos, disons, tarte à la crème sur l'école. Oui, ça c'est clair. Mais en fait, tout ce qu'on fait collectivement, de prise de conscience, d'écriture de livres, de podcasts, de compréhension des enjeux. Tout à l'heure, je disais, ce sont aussi des armes de guerre invisibles, intangibles, dans le sens où une des doctrines aujourd'hui qu'on a, c'est la guerre hybride. Celle qui se joue sous le seuil, qui n'est pas conventionnelle. C'est pas armée contre armée, où tu n'as pas de mort. Personne ne meurt par de la lutte, ou disons pas directement, par de la lutte informationnelle. Mais en revanche, on a des opérations d'ingérence, de déstabilisation des démocraties depuis leur intérieur. Tu vas, par exemple, avoir plein de contenus qui vont t'expliquer en quoi le gouvernement est nul, les politiques sont nuls, les services publics sont nuls, en quoi nous sommes fragiles sur tel ou tel sujet, sans juger. C'est-à-dire que tu vas avoir comme ça des contenus qui vont venir abreuver à un moment donné, des campagnes coordonnées, pensées, réfléchies, qui vont venir cibler des communautés, des personnes identifiées, sensibles, potentiellement sensibles à ça, qui vont venir, si tu veux, augmenter le sentiment anti-système. Quelle est la solution contre ça ? La solution contre ça, elle est forcément multifactorielle. Il n'y a pas de réponse magique. Je sais que les politiques rêveraient d'avoir, tu sais, la petite réponse magique. Voilà, il faut faire ça. Certains le prétendent encore. Mais... Il n'y a pas de réponse magique. Il y a une compréhension du temps long. Or,
parce qu'on est dans des moments d'emballement permanent, d'hyper-vitesse permanente, on veut avoir des réponses tout de suite, là, maintenant. Non, il y a le temps court et le temps long. Et le temps long se prépare, s'anticipe. C'est-à-dire, qu'est-ce que la France, par exemple, dans 30, 40 ans ? C'est aujourd'hui qu'on le pense. C'est pas quand on y sera dans 40 ans. Parce que c'est un peu l'erreur qu'on a faite sur la question de souveraineté technologique, par exemple. Aujourd'hui, l'infrasystème, cette infrastructure socle technologique, elle est essentiellement américaine quand on est en France et en Europe. On a un problème de souveraineté. Elles ne sont pas à nous. Donc en fait, on réglemente de façon massive, un peu comme ça, inflationniste, parce que aussi, ce sont des technologies sur lesquelles on n'a pas la main à la fin, dans leur architecture, dans leur vision politique, etc. Donc, le temps long. Qu'est-ce qu'on construit comme contre-proposition ? 2, il faut absolument aller regarder ce que font les autres pays sur ces questions-là. Le Canada est assez intéressant parce que pendant le Covid, ils ont eu cette énorme vague de désinformation et de complotisme associés. Et donc, ils se sont dit, OK, comment on va faire ? Au même moment, la France sortait Stop Covid et était dans une vision, comme d'hab à la française, ultra verticale, top-down, c'est-à-dire l'État qui infantilise son peuple et on va te dire quoi faire, etc. Bon. Le Canada a eu une vision différente. Ils se sont dit, bon, l'infantilisation permanente ne marche pas. Notre parole, elle est tout à fait remise en cause potentiellement par des parties de la population qui sont réfractaires au vaccin, anti-vax, qui donc développent des visions anti. On ne va pas pouvoir les convaincre, on ne va pas pouvoir les ramener. Donc, comment on fait ? D'une part, pour qu'en fait, je n'ai pas d'autre mot que celui-là, que ça ne métastase pas. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour sécuriser ceux qui sont encore dans une espèce de ventre mou, d'une certaine façon. Sachant qu'il y a une défiance globale par rapport à la parole publique. Et donc, ils ont lancé une énorme campagne de sensibilisation. Non pas pour vous dire quoi croire. C'est peut-être ce qu'a fait la France. On va te dire quoi croire, quoi faire. Non, le Canada, ils se sont dit, OK, nous, on va mettre des mesures donc, de confinement, de vaccination, très bien, mais on ne va pas leur dire quoi croire. On va juste expliquer aux gens qu'en fait, il y a énormément de désinformation, que les réseaux sociaux sont des espaces devenus hybrides d'influence, à la fois sympas, ludiques, mais aussi géopolitiques, mais aussi idéologiques. Parce que les questions aussi les anti-vax ou de complotisme pendant le Covid ont été ultra instrumentalisées par les puissances étrangères pour continuer à distribuer le chaos, à développer, si tu veux, les ferments de l'implosion des démocraties depuis leur intérieur. D'où le terme de guerre hybride. Tu n'as plus tellement besoin d'aller mettre des bombes partout. Tu vas juste attendre que ça pourrit de l'intérieur. Campagne de sensibilisation massive, donc au Canada, non pas pour dire aux gens quoi croire, mais juste pour leur dire, les gars, il y a énormément de contenus divers et variés, juste faites gaffe. Faites gaffe. N'engagez pas une action tout de suite, maintenant. Soyez juste un peu vigilants. Et puis, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'il y a eu des relais d'influence. Des influenceurs qui ont parlé à des communautés, à leur communauté, pour leur expliquer, non pas ce qu'il fallait croire, mais juste comment mieux utiliser les réseaux sociaux. Et ce n'est pas du tout la même approche. De te dire, par exemple, ça c'est Daniel Kahneman, tu me disais quoi faire ? Système 1, système 2. Système 1, système 2. Si je t'explique système 1, système 2, tu vas peut-être plus m'écouter que si je disais « Louise, tu vas donc croire que là, tu vas automatiquement résister ou challenger ou dire « Attends, il y a un truc comme ça. » Surtout si je ne te dis pas ce que tu as envie d'entendre. Système 1, système 2, c'est autre chose. C'est juste expliquer à un maximum de gens qu'en fait, le comportement, sur quoi ça joue. Les réseaux sociaux fonctionnent sur de la viralité, c'est-à-dire la captation cognitive, de l'engagement. L'enjeu, c'est de te garder un maximum de temps pour que tu produises tes foutus data, pour que tu restes là. Et donc le pauvre Kahneman, bon, il était très âgé, mais donc est décédé, mais un de ses best-sellers, donc Système 1, Système 2, basiquement, c'est de dire quoi ? Notre cerveau fonctionne de façon ultra schématique à 2 niveaux. Le système 1, c'est toute la partie, chez nous, cognitive, des réflexes, des biais, des croyances, des pulsions. Et c'est ça que va venir attraper les contenus viraux, la viralisation des réseaux sociaux. C'est exactement ça. C'est en fait, on va vouloir t'engager tout de suite. Et donc, on va t'engager sur des émotions maximales. Peur, rejet, haine, colère. Et comme on te connaît très bien, on va pouvoir micro-cibler. Donc, on va mieux savoir ce qui va marcher sur toi plutôt que sur moi. Et inversement.
Système 2, c'est le système, disons, qui est plus lent, qui va être des raisonnements à froid, disons, rapidement l'esprit critique, de la réflexion. Non pas de la croyance, mais de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai de regarder avec plus de distance le contenu. Pour passer du système 1 au système 2, il suffit de quelques secondes. Pas tellement plus. Un des enjeux de cette campagne, c'est de dire, en fait, avant d'engager une action sur un contenu donné, on ne vous dit pas de ne pas engager une action. On ne vous dit pas de ne pas croire dans ce que vous avez sous les yeux. On vous dit juste de prendre quelques secondes. Quelques secondes, ça passe très vite. 1, 2, 3, 4, 5. Juste le temps de se dire, ok, qu'est-ce qu'on me raconte ? Qui est en train de me le raconter ? Dans quelle intention on me le raconte ? Et tout d'un coup, on a un rapport plus proactif à sa consommation de contenu. On n'est plus simplement des bêtes comme ça, du bétail qu'on nourrit, qu'on gave, l'obésité informationnelle. On est sur un rapport plus sain, plus hygiénique d'une certaine façon, et non pas hygiéniste, mais hygiénique, c'est-à-dire une hygiène personnelle, informationnelle, cognitive, sur ton usage, ton bon usage. Si tu regardes des trucs un peu débiles sur les réseaux, tu le fais en conscience. Pas que tu le fais pas, tu le fais en conscience. Moi, je le fais. Mais je sais quand je le fais. Je le fais vraiment, le soir j'arrive, j'ai la tête comme ça. Ça me fait plaisir de me détendre, de regarder des trucs idiots. Il ressemble à quoi ton algorithme Insta ou TikTok ? Là, en ce moment, ouais. Alors il y a un truc que je regarde mais tout le temps, mais c'est un truc affreux. Ça s'appelle Sushi Mango. C'est des... c'est trois, en fait, c'est deux frères et un pote qui sont australiens et qui sont d'origine italienne et qui se moquent très gentiment en fait, de la communauté, ce qu'ils appellent les ethniques, les communautés ethniques en fait, en Australie, et qui reprennent avec tendresse, mais tous les codes, etc., de leurs parents, de leurs grands-parents italiens. Donc c'est très très drôle, parce que par exemple, tu as des recettes de pizza à l'ananas, où les gars, ils sont en train de hurler vraiment de leur tripes, le truc. Donc c'est très très drôle et très bien fait. Donc sur mon algorithme, j'ai essentiellement des trucs rigolos. Ok, de l'humour. Pour me détendre. Ouais. Ça, c'est Insta. Sur Twitter, c'est informationnel. C'est de la veille que je fais. Sur LinkedIn, c'est de la communication pro. Chaque réseau va avoir son usage, va avoir son utilité et va avoir aussi son moment dans la journée. Tu limites ton temps d'écran ? C'est une excellente question. Je le limite parce que je suis en ce moment souvent en action dehors, etc. Mais si tu me mettais no limit sans rien, ce que j'ai, et je le dis sans aucun problème, ce que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps, c'est que je suis incapable, vraiment, hein, et je l'ai vu sur moi-même, de lire en continu. À un moment donné, mon esprit va divaguer. Je vais avoir besoin de lâcher, de revenir. De checker un truc. Ouais. Et même sur les séries, tu sais. Ouais, moi aussi. C'est un truc de fou. C'est chaud. Ouais. C'est ultra chaud. L'attrition cognitive, on commence déjà à l'avoir sur nous. Ouais. Donc, il faut être très, très vigilant à ça. Et donc, les discours de interdire, faire du ration... Bon, à discuter. Mais ce qui est absolument fondamental, c'est construire cette nouvelle anthropologie. Dans le New Yorker, cette semaine, il y a eu un article ultra intéressant où, en fait, à l'école, il y a un petit mouvement aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un pays incroyable. C'est un peu le pays pharmacone. Tu sais, pharmacone, truc de grec, c'est juste pour dire, c'est à la fois le pays du pire, du poison, mais aussi du remède. Et aux États-Unis, tu as comme ça un courant qui est en train d'émerger, qui s'appelle les dumb phones, versus les smartphones. Dumb, ça veut dire idiot en anglais. Smart, ça veut dire intelligent. Et donc, tous nos outils, qui sont en fait les accès, les écrans qui sont les accès à ce monde virtuel, s'appellent smartphone. Et donc, ils sont en train de se dire, les dumb phones, c'est quoi ? C'est revenir en fait à tes Nokia, là. À clapper. Ouais, parce qu'à la fin des fins, tu as besoin de quoi avec ton téléphone ? Tu as besoin de quoi quand tu utilises un téléphone ? Appeler, textoter, des urgences, vraiment être en lien rapide. Et ça permet d'une certaine façon une forme de décélération, je dis pas détox, mais décélération de l'usage des écrans. Et ils ont commencé à installer ça ou expérimenter ça dans certaines écoles. Mais justement, dans ton livre, tu mets le doigt sur le fait qu'on n'est pas dans une période d'accélération, mais d'emballement, ouais. Et que toute période d'emballement est presque inévitablement suivie d'une période d'effondrement. Ouais. Quel effondrement nous menace ? Alors, sur la question de l'emballement versus accélération, et après, je te réponds. Pourquoi j'ai fait cette distinction et je me suis mise à insister là-dessus ? Parce que l'accélération, c'est de dire tout s'accélère, mais tu as une notion de contrôle.
Tu gardes une forme de contrôle sur ton accélération. L'emballement, tu n'as plus le contrôle. C'est un burn-out collectif. C'est vraiment l'image du burn-out individuel, mais à échelle collective. Un système, une société, une vision, des valeurs qui s'effondrent, qui s'effritent. On parlait tout à l'heure de fatigue, on se traîne, on ne sait plus par quel bout le prendre. Il y en a trop. Il y a trop de problèmes, trop de guerres, trop d'informations, trop de saturation. Il y en a trop et de partout. Donc, c'est ça l'emballement davantage. Quand tu fais un burn-out, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la machine s'est emballée et puis à un moment donné, tu t'es effondré. Notre effondrement à nous, en France par exemple, on verra, mais ça sera un test, ça peut être 2027. 2027, on a des élections présidentielles. Qui on va amener au pouvoir par rapport à la fatigue qu'on ressent aujourd'hui politique? C'est une grande question. L'effondrement, c'est aussi l'effondrement à échelle plus géopolitique du monde tel qu'on l'a connu ces 30 dernières années. C'était en fait 1989, Fukuyama, qui nous avait expliqué la fin de l'histoire. Parce que chute du mur de Berlin, et on a cru que ça allait être nos démocraties libérales, la mondialisation heureuse, qui allait un peu civiliser un peu tout ça, que ça allait être génial et que tout le monde allait commercer en bonne intelligence parce que ça adoucit les mœurs, disons. Et qu'est-ce qu'on observe? Mais que pas du tout. En fait, le monde s'est redéchiré. On est aujourd'hui dans un monde multipolaire, voire même parfois pas du tout, où tu n'as plus du tout de pôle, où tout ça est très liquide, où tu as plein de puissances régionales qui commencent à assumer leurs ambitions. Tu as cette rivalité géostratégique entre États-Unis et Chine. Tu as l'Europe qui est au milieu même du gué, avec des élections américaines qui arrivent. Et on ne sait pas du tout qui sera président. Et donc, dans le cas de Trump, qu'est-ce qui se passe? C'est l'effondrement du monde tel qu'on l'a connu. Et tant qu'on ne se met pas ensemble pour se dire quelles sont les nouvelles règles du jeu, les nôtres, on risque d'être happé par ce mouvement-là. Or, il faut toujours rester d'une façon ou d'une autre acteur. Tu ne peux pas être acteur seul. Tu as toujours besoin d'être acteur en commun, en groupe, en communauté, en société. Or, ces technologies, encapsulées dans cette, disons, contexte, polarisent, brutalisent, cassent le lien, atomisent. C'est-à-dire, quand tu es derrière ton écran, tu es un atome et on est des milliards d'atomes à faire la même chose. Donc, à quel moment on recrée des choses en commun? Et il y a une semaine de ça, j'étais au Festival du Livre et je faisais un débat avec un romancier. C'est toujours ultra intéressant d'aller chercher des références, tu sais, qui sont hors de ton champ. Peinture, littérature, poésie. Et donc, j'avais une conversation, un débat avec un romancier d'anticipation. Il dit même plus d'ailleurs science-fiction, lui. Parce que ce qu'on vit, ce qui est écrit dans leurs livres, c'est ce qu'on vit déjà. Ce n'est plus de la science-fiction. Tout cet univers cyberpunk qu'on croyait être une perspective, c'est notre réel. Simplement, il y a une distorsion de perception. On a l'impression que c'est pas encore arrivé, or on y est déjà dans le truc. Et donc, on discutait, il s'appelle Benjamin Fogel, et donc on discutait avec Benjamin, et on était arrivé à ce constat intermédiaire où finalement on se disait que la norme de nos comportements, de nos usages, de tout ce qu'on laisse comme identité, c'est devenu le virtuel, le numérique, ce qu'on laisse en fait dans ce monde-là, virtuel. Et que les espaces de résistance seraient le réel, continuer à se voir, avoir des lieux physiques, de rencontres physiques, l'école, les universités, les cafés, l'ambiguïté des relations dans le réel. Ça devient des poches de résistance. Il y a une inversion de la norme qui est terrible, incroyable, à comprendre, à saisir, à attraper. Mais si on voit les choses dans ce sens-là, à ce moment-là, c'est bien ce qu'on fait, c'est-à-dire être en lien avec les autres, dans le vrai monde, le monde de la chair, de la matière, qu'on peut repenser ensemble les choses, qu'on peut recréer d'autres récits, d'autres imaginaires ensemble. Jamais derrière les écrans. Qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité te spécialiser sur le sujet de la tech, de la technologie et de la politique? Moi, j'étais pas du tout partie de là. Ma première partie de vie et de carrière, moi j'ai fait l'ESCP, qui est une école de commerce. Donc tu as étudié à Paris. J'ai fait Janson. Je suis arrivée en France après le bac. Donc j'ai fait Janson de Sailly. Après mes 2 ans de prépa. Après j'ai intégré l'ESCP.
le chemin était balisé parce que j'avais une bourse du gouvernement français. Donc, tu étais où avant d'arriver à Paris? Moi, j'étais à Tunis. D'accord. Et j'avais pas tellement une idée de ce que tu pouvais faire en France. Donc, j'avais un chemin qui était relativement tracé, balisé par cette sorte de bourse. Et donc, je me retrouve à Agençon, un peu par hasard, une espèce de choc culturel absolument énorme. J'étais arrivée vraiment avec ma valise. Hein. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Je me souviens très bien d'une scène que j'oublierai jamais, Louise. J'étais donc à Agençon, et Agençon, c'est dans le 6e arrondissement de Paris. Et donc, j'étais dans un foyer qui s'appelait le foyer du Docteur Blanche, qui est d'ailleurs un ancien asile psychiatrique, du Docteur Blanche qui était psychiatre. Donc, c'était assez glauque. Et je me souviens très bien que j'étais sortie vraiment assez vite après mon arrivée. Et donc, j'étais sortie dans le quartier pour aller me chercher je sais pas quoi. Et vraiment, je venais vraiment de là-bas. Enfin, c'était un pays vraiment étranger pour moi, hein, la France. C'est-à-dire que j'avais pas de capital culturel, pas de capital social, pas de capital économique, enfin zéro. Et je me souviens très bien qu'il y avait une vieille dame du quartier, très chic, très bien habillée, qui sentait très bon. Je me souviens même qu'elle avait un manteau un peu, tu sais, alors, je dirais pas en fourrure, mais enfin très opulent. Et quand je suis passée à côté d'elle, qu'elle m'a vue, elle a fait comme ça avec son sac. Et ça m'avait... Et tu es renvoyé tout de suite à autre chose. Enfin, c'était ultra violent. Et ça, c'est un souvenir que... C'est mon premier souvenir, je pense. Français, ouais. Et comment t'arrives à dépasser cette humiliation? Et puis, c'est difficile de s'intégrer après avoir vécu ça. La France est un pays extrêmement difficile. En première intention, non. En premier niveau, non. T'as plein de potes, plein de collègues. Mais la vraie intégration, c'est-à-dire vraiment te sentir t'es insider, tu es des leurs, c'est extrêmement difficile. Tu as une résistance qui arrive assez vite. Mais sur le parcours, donc j'ai fait l'ESCP, je me suis embêtée, ennuyée, mais comme un rat mort. Il n'y avait rien qui m'intéressait, mais rien. Et mon premier stage, je l'avais fait chez Publicis, en pub. Je me dis, oh, je vais m'éclater, ça va être c'est glam. C'était sur les Champs-Élysées, enfin, incroyable. Je m'étais ennuyée, ça n'avait pas du tout matché. Mais vraiment, mon intuition, où j'étais persuadée que je ferais vraiment une carrière incroyable en publicité, ça a été un échec, mais cuisant. Donc, je me dis, ok, donc si ton intuition est mauvaise, visiblement, tu n'en as pas de bonne, bah, fais un virage à 180 degrés de ton intuition. Qu'est-ce qui est à 180 degrés de la pub? La banque d'affaires. Et donc... Brillante idée en brillante idée. Ou pas. Et là, mais donc, je commence en stage à la BNP, en banque d'affaires. Et là, c'est une révélation et je m'éclate, mais littéralement. Ça a été ma plus belle école. Parce que... Côté business, mais tu avais toutes les dimensions de risque pays, géopolitique, les financements de projets complexes, des projets juste incroyables d'infrastructures, mais ultra critiques, avec des pays, tu montais des partenariats publics-privés, des consortiums, de la structuration de la dette. Donc on était sur des enjeux, mais waouh. Et après, le problème que j'ai, donc ça a été ma révélation, et j'ai continué comme ça, mais en 2016, tu me diras quel rapport avec la choucroute. Et tu aurais bien raison. Mais j'étais très heureuse de cette expérience. Et surtout, c'est des métiers qui m'ont, moi, sorti de ma précarité. Surtout. Étudiante, la bourse que j'évoquais, c'était quoi, 400 ou 500 euros par mois, mais tout compris. Il fallait vivre, se loger, manger avec ça. Donc ça a été des conditions, mes premières années en France, extrêmement précaires. Vraiment. Et donc ça m'a aussi permis, au moins... De, si tu veux, équilibrer un des capitaux que j'avais pas, au moins le capital financier. Je m'en suis sortie vraiment comme ça. Et je m'en suis bien sortie comme ça. Et l'autre avantage de ces carrières-là, conseiller en strat, banque d'affaires, ça, c'est que tu es jugé sur ta performance. Donc on m'a traité toujours comme un cerveau. Pas comme une femme d'origine étrangère, pas comme... Non. Et ça a été un repos extraordinaire. C'est-à-dire que tu es traité pour vraiment ce que tu fais, pas pour ce que tu es. Ça, c'est waouh. Et ça, c'est génial. Donc ça a été première partie. 2016, je tombe malade. Très malade. Et donc, je me retrouve 3 mois à l'hôpital. Des perfusions de partout, etc. Donc, tu dis, OK, qu'est-ce que je fais? Du jour au lendemain, je peux me permettre de te demander? L'hospitalisation, elle a été assez brutale, ouais.
Mais parce que je m'écoutais pas, parce que j'étais dans des moments de carrière où c'est des Tu penses que c'est amplitudes dû horaires. à un épuisement? Je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le travail a bon dos d'être la source de tous les maux. Non, c'est autre chose qui t'est somatisé. C'est une histoire familiale, c'est d'où tu viens, Comment tu te rends compte? Non, et puis après, il y a aussi des maladies biologiques. Je veux Ouais. dire, tout n'est pas dans la tête en permanence. Non, moi, j'étais vraiment tombée malade, physiquement. Donc, c'était des perfusions, des machins. Mon corps, c'est lié à mon corps ne métabolisait plus, à cause de cette maladie-là, mais ne métabolisait plus le potassium. Donc, en fait, j'étais en risque de crise cardiaque, mais permanent. Donc, je ne pouvais plus bouger, j'étais alitée, j'étais parfaite partout, mais je pesais 40 kilos. Enfin, c'était l'enfer, ce truc. Et ça a duré 3 mois. T'as eu peur? Ils avaient peur pour moi. Mais toi, non. Donc ça te pose la question de la mort, oui, que j'ai frôlée, ça oui. Est-ce que ça me fait peur? Je crois que non. Parce que je me suis fait ce raisonnement-là. Je me suis dit, ok, t'es là, tu vas rien y changer. Perte de contrôle total sur ta vie. Le truc, il te tombe sur la figure. Bon. C'est très simple. Soit tu vas faire une dépression ou tu sautes par la fenêtre. Et t'arrêtes là parce que c'est trop pénible, parce que c'est trop jeune pour souffrir autant physiquement, parce que tu vois pas le bout du truc, parce que ça a l'air un peu compliqué. Et que ça vient, tu vois, échelonner un parcours qui a été déjà toujours dans la combativité. Donc tu te dis, c'est trop, là, j'en ai marre. Donc soit c'est le premier choix, tu lâches l'affaire. Soit tu dis, ok, je suis là, je suis bloquée ici, je vais m'instruire. Mon capital culturel. Ops. Foucault. Et là, je me mets, mais vraiment, à dévorer des livres. Et j'écoutais, mais de façon maladive, Laure Adler, qui à ce moment-là avait une émission sur France Culture qui s'appelait Hors Champ. Je crois tous les soirs à 20h, à ce moment-là. Et un jour, à l'interview, un gars totalement inconnu, en tout cas en France, qui s'appelle Bernard Harcourt, et qui venait de sortir aux États-Unis, qui n'était pas d'ailleurs traduit à l'époque, un bouquin sur la société d'exposition. En fait, il essaye de comprendre les réseaux sociaux, leur fonctionnement politique, panoptique, par Foucault. Donc une espèce de mise à jour de toute la surveiller et punir de Foucault, mais à l'heure des réseaux sociaux. Et je tombe sur cette interview, et le gars est absolument brillant, c'est un juriste de renom, c'est un avocat des couloirs de la mort, enfin, incroyable. Et donc je tombe sur cette interview, mais parmi tant d'autres, de Bernard Harcourt par Laure Adler. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une lumière, un flash. Je dis, waouh, mais c'est ça. Épiphanie, révélation, je sais, coup de foudre intellectuel, je ne sais pas le truc. Et je me mets vraiment sur la question technopolitique au sens où finalement je l'entends, c'est-à-dire toutes les questions, à l'époque j'étais entrée par ce prisme-là, de surveillance de la population des masses, par l'approche technologique. La techno, pour moi, n'est qu'une excuse, n'est qu'un prétexte, n'est qu'un alibi pour comprendre le nouveau système de contrôle, de pouvoir et de puissance du nouveau monde. J'avais juste besoin, à ce moment-là de ma vie, de comprendre ce qui était en train de se jouer, de répondre à mes propres questions. On en est où? Ne pas rester étranger à soi, donc ne pas rester étranger au monde. C'était juste répondre à mes questions, mes questionnements, mes doutes. Et le SCP m'avait pas du tout armé pour ça. Et donc, je l'ai fait en autodidacte, littéralement. Et après quelques lectures, machin, ça, j'arrive à une conclusion, la mienne, qui était de dire, mais en fait, les États-Unis, j'y reviens, c'est ce pays, en fait, où, contre toute attente, la critique du numérique, de ces outils-là, de techno-puissance ou de technosurveillance, soit en fait, elle vient des États-Unis, cette critique-là. La pensée critique est aussi produite dans ce pays-là. Et donc, je bidouille, je gribouille, mais littéralement un petit papier, même très court. Je lui dis, pour exprimer ce truc. C'était aussi un moment où il y avait Cathy O'Neill qui venait de sortir son livre sur Weapons of Math, et non pas Mass, Destruction, professeure à Harvard, mathématicienne américaine, qui expliquait aussi en quoi les algorithmes étaient bourrés de biais. C'est la première qui va nous expliquer ça et qui va le démontrer. Il y avait aussi Tristan Harris, qui était l'ex-designer des interfaces de Google, qui venait de faire son coming out dans le sens lanceur d'alerte, en disant, mais en fait, les gars, le design de toutes ces interfaces-là sont en fait pompés sur les mécanismes d'addiction, et notamment du casino.
pas que, sur les mécanismes de réciprocité sociale. Et donc 2007, disons, ça a été une année où moi, j'ai vu plein de trucs comme ça. Plein de gars, de meufs avaient réfléchi à des choses et la pensée était absolument incroyable, je trouvais, moi, dans le monde anglo-saxon. Donc je bidouille ce papier pour exprimer ce sentiment personnel. Je me dis, qu'est-ce que je vais en faire ? Zéro capital social. Je connaissais personne là-dedans. Je l'envoie comme ça, par mail. Je demande à mon copain, à mon fiancé de l'époque, de me connecter à l'hôpital. Autant vous dire que la connexion, pas ouf. Et donc j'envoie ça au Huffington Post. Comme ça. C'était très à la mode à l'époque, Huffington. Les gars le prennent, le publient. Et Bernard Harcourt tombe dessus. Et on se contacte. Il me contacte. Et de là commence un truc. Mais vraiment, tu dis le destin ou je ne sais quoi. Oui, un truc, tu dis, j'étais pas a priori destinée, mais tu as des bifurcations comme ça d'existence sur lesquelles tu n'as pas tout à fait la main, mais qui changent ta vie. Qui change ta vie. Et la rencontre avec Bernard Harcourt, suite à cette maladie, ont changé ma vie. Parce que c'est là où je vais commencer, disons, à professionnaliser une pensée politique. Ça a été difficile, la décision de changer de voie ? Oui. Tout à l'heure, je parlais de Elon Musk et de son rapport au risque. Quel est ton rapport au risque ? Maximal. Je vis ça vous fait un point commun. Ouais. C'est pour ça que je pense, en France, je dois être à peu près l'une des rares à ne jamais le surjuger, bien, mal, la moraline, là. C'est une question très intéressante, mais avant de juger, de dire ce type est dégueulasse, ce type est affreux, je peux arriver à cette conclusion-là, mais j'ai d'abord besoin de comprendre, d'ordonner, de serrer les problèmes, de les déconstruire. Et mon rapport au risque est maximal. Mais parce que tu viens d'une précarité, tu avais une vie, est-ce que tu lâches tout pour revenir à quoi ? Enfin, c'est une inconnue totale. Totale. Mais mon retour sur investissement est à hauteur du risque que j'ai pris, je crois. Sinon, tu ne savais pas à l'époque ? Non. Tu ne le sais jamais d'avance. C'est un risque. Qu'est-ce qui t'aide à dépasser le doute ? Je doute tout le temps. Ça, et je peux être à l'aise comme ça à l'oral. En vrai, je suis tout le temps en doute sur ce que je produis, sur ce que je dis. Le fait aussi d'exposer sa parole publiquement, des fois, ça pose... Enfin, si tu n'es pas complètement maladivement égotique ou psychopathe, ça pose des questions de sa place, d'être à la bonne place. Et plus tu es exposé, plus tu dois faire, disons, œuvre de mesure, de modération, parce que la moindre chose est scrutée pour t'attaquer, pour te vulnérabiliser, pour te faire des procès en légitimité. Donc, en particulier les femmes. Comment tu fais pour ne pas laisser le doute te freiner ? Parce que je crois trop en ce que je dis. C'est pas un business, c'est des convictions. J'ai commencé sur ces questions-là parce que j'avais, moi, besoin de comprendre. Parce que moi, j'avais besoin de ce sens-là, de cette histoire-là, de comprendre où je vivais, dans quel monde je vivais. C'est un besoin viscéral. C'est impossible pour moi de vivre comme un mouton de Panurge. Et donc, c'est un rapport aussi à la liberté d'être, à la liberté de penser, à la liberté de penser contre, à la liberté de penser pour des choses qui m'animent, à ne pas être assujetti à une norme, à une hiérarchie, à une autorité, être autant que faire se peut libre. Et donc, le prix à payer de ta liberté, c'est la responsabilité. En quoi nos cerveaux sont-ils le champ de bataille du XXIe siècle ? Si on dit, et c'est ce que je dis, que une des caractéristiques de ce choc technologique qui vient nous percuter, c'est la dualité des technologies, civiles et militaires. Si on dit que les réseaux sociaux augmentaient des intelligences artificielles génératives qui vont générer donc du code, de la voix, des vidéos, des images, et tout ça sur un continuum. Les réseaux sociaux sont finalement un réceptacle, un véhicule, un vecteur de ce que tu peux produire à bas coût, de façon industrialisée, avec aujourd'hui des logiciels d'IA. Si on se dit que les réseaux sociaux aujourd'hui sont en même temps des espaces publics, ils le sont, des espaces personnels et intimes, dans le même temps, ils le sont, des espaces d'influence géopolitique, de manipulation et d'ingérence, ils le sont, des espaces idéologiques,
Musk et son rapport à la démocratie, Peter Thiel et son rapport à la démocratie, Zuckerberg et son rapport à l'arbitraire, à minima, YouTube, qui dans la galaxie de Google, qui s'est pris un procès il n'y a pas longtemps pour apologie, qu'ils ont gagné d'ailleurs, mais pour apologie du terrorisme, parce qu'ils n'avaient pas modéré assez vite des vidéos de Daesh au moment des attentats en France. Si on dit tout ça, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que les réseaux sociaux sont des entités totalement hybrides. Qui sont aujourd'hui les populations omniprésentes sur les réseaux sociaux ? Nous tous. Donc nous tous sommes quoi ? Des consommateurs de contenu, des producteurs de contenu, des citoyens, mais aussi des cibles. On est des cibles. Puisque nous y sommes là, sur ces batailles, sur ces luttes qui se jouent de façon invisible. Donc dès l'instant où on a compris cette faune et cette flore, dès l'instant où on a compris qu'on n'était pas les seuls sur les réseaux sociaux, mais qu'il y avait plein d'autres acteurs avec plein d'autres intentions sur ces réseaux-là, si on comprend aussi que tout à l'heure on parlait de Neuralink, les implants de Elon Musk, quand c'est thérapeutique, ça pose des questions d'amplification des inégalités entre les riches et les pauvres, etc. Bon, enfin, de la recherche publique, ça pose d'autres questions, toujours politiques. Mais si on dit les implants, mais plus simplement, tu sais, toutes les applications qui vont en fait suivre ton stress, ton sommeil, ton wellness, ton mental health, track. Exactement. Tout d'un coup, en fait, ce sont des outils que tu vas poser à droite à gauche, mais autour de, enfin, vraiment l'homme et la femme augmentés. On l'est déjà augmenté en fait. C'est pas, encore une fois, pas une perspective. C'est juste à nous de décider quel est le niveau d'amplification qu'on va, développer ou atteindre ou pas. Mais si on se dit tout ça, ça veut dire que potentiellement, on va savoir monitorer ton activité cérébrale. Plus on technologise une société, plus elle est vulnérable. Elle est hackable, c'est des systèmes piratables. Et puis, toutes ces datas biométriques ou cognitives de ton activité cérébrale, elles sont où ? Elles appartiennent à qui ? Elles sont utilisées pour quoi faire ? À quelle fin ? Et si elles sont piratées ? Et donc, est en train d'arriver, en termes de doctrine militaire, mais de façon extrêmement difficile à saisir, encore hésitante, le concept, disons, de guerre cognitive. Ça préexistait entre armées, sur les soldats de part et d'autre d'armées adversaires. Mais là, tout d'un coup, il y a cette dualité de la technologie, où potentiellement, nous tous pourrions avoir un attrait pour les implants, pour les devices divers et variés. Mais attention à ce que l'usage reste, en fait, le plus sain possible. Or, les technologies telles qu'elles sont gouvernées aujourd'hui, c'est-à-dire complètement privatisées, donc de l'arbitraire, le rendement de compte, il se fait auprès du marché, en fait. Donc sur des critères de rentabilité. Là, ça pose des énormes problèmes. Donc à la question de en quoi nos cerveaux sont des champs de bataille, on se rend compte, j'espère en tout cas, avec ce que je dis, sur les réseaux sociaux, en continuité avec les IA génératives qui peuvent donc être des amplificateurs extraordinaires de désinformation et de manipulation cognitive, avec des implants, avec plein de devices qui vont monitorer tes activités. Donc on va savoir peut-être comment tu fonctionnes. On est en première ligne. Nos cerveaux sont en première ligne. On est en première ligne. C'est une frontline totale. L'humain devient une frontline. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes devenus nous-mêmes hybrides à l'image des technologies qu'on utilise. Et donc, à la question de qu'est-ce qu'on fait, on comprend. Lire, comprendre est un pouvoir en soi. Ne pas rester étranger, ne pas rester passif, ne pas rester simple consommateur. Être conscient, en conscience de ça. Ça, c'est fondamental. Et ça, tout à l'heure, on faisait la différence entre culpabilité et responsabilité. On n'est pas coupable de ça. En revanche, on est responsable de l'usage qu'on fait de tout ça. J'allais te demander, qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure aux personnes qui ont peur de cette hybridité, qui ont peur de cet emballement, qui ont peur de ce pouvoir de plus en plus présent de la technologie dans nos vies au quotidien ? De ne pas avoir peur. C'est précisément ne pas avoir peur. C'est parce que le monde s'emballe qu'il faut donc qu'on décélère contre-intuitivement. Parce que si on continue à courir derrière ce monde-là, qu'on n'arrive pas à saisir, parce qu'on n'arrivera plus à le saisir, ça va trop vite, en fait, on a déjà perdu le game. Oui, on va avoir peur, oui, on va être flippé. Et par ailleurs, on a tous les narratifs de la Silicon Valley qui arrivent et qui, en fait, participent à un effet de prostration, de sidération. Les super-intelligences, les intelligences artificielles, on a l'impression d'être totalement dépassés. Mais attention à déconstruire ces récits-là. Ce sont d'abord des récits
Donc, à la question des gens qui ont peur, la première des choses, c'est de se dire de quoi j'ai peur, pourquoi j'ai peur, ne pas avoir peur. Et ne pas avoir peur, la réponse à ça, c'est système 1, système 2, c'est déconstruire les effets de sidération, une forme de gouvernance par la catastrophe permanente, pour en fait revenir à ce que sont les choses telles qu'elles se présentent, telles qu'elles sont à froid. C'est être ni dans une forme de béatitude, ni dans une forme de collapsologie totale, juste être réaliste, pragmatique et faire des choix en conscience. Se réapproprier d'abord soi-même, ses choix, ses usages, son temps. Si tu veux regarder des vidéos débiles, t'as le droit, mais tu le fais en conscience. Tu sais pourquoi tu fais. Parce que t'as envie de te vider la tête, parce que t'es saturé de ta voisine, ton copain, ton collègue. Et c'est pas grave. Mais attention à avoir la bonne hygiène, à avoir le bon discours, c'est-à-dire à avoir le bon regard sur le monde. Le bon regard sur le monde, c'est celui que tu vas te forger en étant curieux. La curiosité, la lecture, vraiment la lecture physique, rester en contact avec le monde réel. En fait, j'espère qu'on va aller sur une autre forme d'hybridité, pour terminer, qui n'est pas du tout l'hybridité, celle qui nous fait peur parce qu'elle est mal gouvernée. C'est Ian Bremmer, politologue américain, qui disait, mais en fait, le problème qu'on a avec tous ces big tech, et je reprends ça à mon compte, c'est pas qu'ils existent ou pas. Le problème n'est pas la technologie ou pas. Le problème, c'est qui gouverne. Comment souhaitons-nous être gouvernés? Et ça, la réponse, elle n'appartient qu'à nous. Donc je ne sais pas pourquoi et par quelle folie on en est arrivé à se dire que c'est les autres qui allaient décider pour nous quand même. Il va bien falloir se reposer ces questions-là, de notre juste place. Je parlais tout à l'heure de ma juste place. En fait, c'est de notre juste place à nous, collectivement. Et donc, déconstruire les effets de sidération et rester curieux, rester ouvert sur le monde. Et critique. L'esprit critique. Au sens de la distance. Ouais. Est-ce qu'il y a parmi tout ce que tu as lu, est-ce qu'il y a un ouvrage, ça peut être un article, un essai, un roman, qui t'a vraiment particulièrement touché et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? Il y a plusieurs ouvrages qui m'ont beaucoup alimenté, que je trouve assez fondamentaux. En roman, je commence par roman, L'étranger de Camus et Le Petit Prince, relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il y a des leçons là-dedans qu'on ne peut pas comprendre quand on a 8 ans ou 12 ans. Ouais, c'est vrai. Qu'on peut comprendre maintenant. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer, mais il y a 2 jours, le passage où le petit prince rencontre le renard qui lui parle de sa petite rose. Et ce passage-là, il faudrait peut-être que tout le monde le relise parce que c'est exactement ce que je raconte en des termes plus technopolitiques. C'est le rapport aux autres, le rapport aux liens. Pourquoi l'autre, mon voisin, mon frère, ma sœur, ma voisine, ma collègue, est important pour moi, peut même être unique pour moi. C'est l'antithèse de cette solitude existentielle dans laquelle nous sommes plongés. On peut être ultra accompagné, ultra entouré. Et pourtant, il y a ce sentiment de solitude existentielle. Donc peut-être Le Petit Prince, avec sa rencontre avec le renard, qui brise le cœur quand on la relit aujourd'hui. Sinon, évidemment, Christopher Lasch, Le Moi assiégé peut-être, Hannah Arendt, à peu près tout d'elle. Elle est très simple à lire et elle a des clés de lecture juste incroyables. Peut-être Vérité et politique. C'est très court. 2 choses ou 3 choses dans 2 styles différents, mais qui peuvent être non seulement qui te sortent du 21e siècle, qui sortent. Donc c'est cette décélération, ce froid, je respire, je déconnecte, mais pour me nourrir et pas pour me gaver. Se nourrir et arrêter de se gaver. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre? Je vais rester sur mon champ quand même. Il y en a un qui est difficile à avoir, mais je pense qu'il est vraiment fascinant parce qu'il est peut-être la chose totale à éviter, mais il est extrêmement puissant dans son travail, dans sa logique, dans sa démonstration philosophique. C'est Peter Thiel. Ah ouais. Il donne peu d'interviews, mais si tu veux connaître la trajectoire noire, tu vois, on va avoir 2 chemins possibles, pas 15. Si on veut connaître la perspective noire de notre avenir, c'est la pilule à pas prendre là, de Matrix. Je pense que ça serait ultra intéressant d'avoir 1h30 dans la tête d'un Peter Thiel. Parce qu'il nous expliquerait en fait vraiment... En fait, il nous donnerait l'antidote. Je crois. Je pense que l'antidote viendra
C'est le pharmacone toujours. Ouais. Parce que nous, on peut les Ça viendra commenter. de la source du mal. Oui, parce qu'on peut les commenter encore des heures, ces gens-là. On peut les commenter encore des heures. Mais la nouveauté, c'est qu'ils ont des milliards à disposition. Et eux ont des convictions. Peter Thiel, ça serait en effet hyper intéressant, mais c'est toujours le questionnement que j'ai, intérieur, éthique, à qui j'ai envie de donner la parole. D'un côté, j'ai pas envie de donner la parole qu'à des personnes qui sont déjà convaincues comme moi ou qui partagent la même idéologie, le même point de vue que moi. De l'autre, est-ce que j'ai envie de donner de la visibilité à un homme qui politiquement me semble dangereux ? Tu vois, c'est un débat interne que j'ai en permanence. Le problème, c'est que ces gens-là existent, ont des audiences, ont des visions. Donc faire comme s'ils n'existaient pas, est-ce que c'est pas détourner le regard ? C'est comme à un moment donné, tu as eu cette petite vague de journalistes en France, on dit, oh, bon, on va quitter X Twitter. Donc en fait, tu désertes. Tu désertes. Donc tu laisses le champ libre. Bah après, c'est aussi le principe du boycott qui, je trouve, est assez fort politiquement. Ouais. Mais il marche que s'il est partagé, quoi. Ouais, t'as le principe du boycott. Donc Peter Thiel, parce que je pense que la vision programmatique du futur, de notre avenir, sa privatisation de notre avenir, par ces gens-là, pose en creux une autre question, celle de notre vide politique à nous. Quel est le contre-discours à ces gens-là ? Personne ne le propose. Ils remplissent un vide. Qui est inspirant aujourd'hui ? Tu dis, waouh, j'ai vraiment envie d'avoir sa vision du monde. Vraiment, qui ? Je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Je crois que toute notre conversation a tourné finalement autour de ça. Et là, tu as l'enjeu de la synthétiser en une phrase. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est regarder droit devant soi, avoir des doutes permanents pour continuer à travailler, la valeur travail, travailler. Le doute, non pas pour se détruire, le doute pour se dire « je dois être encore meilleur ». Ne jamais regarder à droite et à gauche. Jamais. Ne jamais écouter ce qu'on dit de soi ou ce que les autres disent de vous. Écoutez les autres quand ils parlent avec vous. C'est pas la même chose. Mais foncez. Mon père me disait « Asma, tu fonces et tu défonces. » C'est tout. Et prendre le pouvoir, c'est ne jamais oublier ça, ne jamais oublier d'où on vient. Si tu oublies d'où tu viens, tu ne sais plus où tu vas. Ne jamais oublier d'où on vient et ne jamais avoir honte ou avoir peur de ses ambitions. En fait, c'est s'assumer. C'est s'assumer dans toutes ces ambivalences, dans toutes ces ambiguïtés, dans toutes nos imperfections et dans tous nos égos. On a le droit. On a le droit. En fait, avoir le pouvoir, c'est se dire qu'on a le droit. Et pas attendre qu'on nous le donne. Jamais tu attends qu'on te donne l'autorisation de quoi que ce soit. Tu prends ta place. Et plus tu vas aller l'arracher, plus on voudra que tu ne la prennes pas. Et plus c'est ce qui fera que d'une vie, tu peux passer à un destin. Merci beaucoup Asma pour cet échange passionnant. Merci Louise. J'aurais pu continuer longtemps parce que vraiment ça soulève. Je dis souvent sur ce podcast, je préfère vraiment me poser des questions que d'apporter des réponses. Et je trouve que c'est vraiment ce que tu fais merveilleusement bien. Merci beaucoup. Et tu ouvres, je pense, des yeux et des consciences. Donc, merci beaucoup pour ça. J'ai hâte de lire les prochains. Pour les personnes qui veulent maintenant te suivre, se procurer Technopolitique, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Moi, me suivre, je suis sur... moi, j'ai 3 réseaux, LinkedIn, Twitter et Instagram maintenant. Et Asma Mala partout. Et Asma Mala partout, et en librairie, ou sur les plateformes, parce que je ne veux pas faire là où vous avez envie. Si vous avez envie de lire est un pouvoir. Ta dernière question, c'était la question du pouvoir. Lire, rester curieux. Oh, la curiosité. Juste être curieux. C'est ne pas être mort. C'est beau. Merci beaucoup, Asma. Merci, à très vite.